Le roi d'Espagne, Charles II, meurt le 1er novembre 1700 et pourtant on a annoncé sa mort à plusieurs reprises durant les mois qui précèdent et même les années qui précèdent. Régulièrement, on craint pour sa vie et à chaque fois qu'il retombe malade, parfois on annonce sa mort au moins 5 ou 6 fois. Cela s'explique par les problèmes de diffusion de l'information. L'information, plus elle est lointaine, plus elle devient incertaine et puis surtout plus elle met de temps à arriver jusqu'aux journalistes. Donc ainsi, on peut annoncer la mort du roi parce qu'on pense qu'il est mort, mais entre-temps, il s'est remis. Le cas de Charles II est intéressant puisque il n'a pas d'héritier. Donc en réalité, la mort de Charles II est un événement géopolitique, une information géopolitique. Les journalistes vont relayer très souvent ces bulletins de santé et donc annoncer des morts qui n'ont pas eu lieu parce qu'en fait, on craint la guerre. C'est même devenu, sous la plume de certains journalistes, un petit peu proverbial. Il en est de cette information comme de la mort du roi d'Espagne qu'on a annoncé déjà plusieurs fois. La première difficulté tenait à l'accès à l'information, puisqu'elle parvient aux médias français le 28 avril. L'accident s'est produit le 26 et que très vite, les médias se contentent de dire, et particulièrement les journaux télévisés, nous n'avons pas d'autres informations pour l'instant, suggérant donc que le pouvoir soviétique pratique la rétention de l'information. On se souvient sans doute que le 30 avril, c'est le journal Météo qui crée en quelque sorte l'affaire, puisque est présentée une carte de France avec un panneau stop apposé sur la frontière qui indique que donc le nuage radioactif ne franchira pas la frontière parce que la France est protégée par le fameux anticyclone des Açores. Alors cette information fausse a été démentie très rapidement ensuite. 3 jours après l'accident et toujours au gré des vents, ce nuage radioactif, perdant malgré tout de l'intensité, se dirige vers l'Allemagne et le nord de l'Europe, là encore sans risque réel. Et puis le troisième élément, c'est davantage dans la durée, il concerne les conséquences. Et là encore, à nouveau s'est ouvert un cycle de rumeurs, de défiance, d'informations, pas forcément fausses, mais dispensées tardivement, avec réticence par les autorités de sûreté nucléaire. Dans un cadre qui est celui de la radiodiffusion télévision française, la RTF, qui est largement contrôlée par le gouvernement. Quand on regarde les archives audiovisuelles, on s'aperçoit que, par exemple, le voyage de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur en Algérie, a été suivi dans les Aurès, là où l'insurrection s'est déclenchée. On va avoir un reportage et un récit par une Européenne. Alors ce récit, quand on l'écoute, on sent qu'il est construit, qu'il a été construit avant que d'être diffusé. Elle va raconter ce qui s'est passé, qu'elle a eu peur, qu'il y a eu le feu, mais elle a une mine de doute. Surtout, on a un théâtre de guerre, c'est-à-dire qu'on voit les paras. Ce reportage, il sert à montrer finalement que le gouvernement français n'est pas en train de brader comme il l'a fait l'Indochine, mais il rétablit l'ordre en Algérie. Les premiers renforts, les premières troupes sont arrivées à quel moment ? Les premières troupes sont arrivées... C'était quelles troupes d'abord ? La gendarmerie. La gendarmerie, oui. Oui. La gendarmerie mobile est montée mercredi soir. La télévision apparaît, si vous voulez, comme une voix du gouvernement. C'est une espèce de courroie de transmission du gouvernement.